Et si les mots pouvaient nous trahir? Qu'on les utilise sans y penser ou après une longue réflexion, les mots que nous prononçons ou écrivons ont un sens. Le tout, c'est de comprendre ce sens, surtout lorsque la communication est clairement manipulatoire. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e et dernier épisode consacré à l'analyse de la fausse lettre du Titanic. Après avoir vu la partie analyse des graphies des lettres la semaine dernière, on va continuer à explorer le travail effectué sur les champs lexicaux, c'est-à-dire les mots utilisés dans le document. On a vu la semaine dernière que l'étude des graphies a permis de mettre en évidence que l'écriture du document ne correspond pas aux normes et aux standards de l'écriture scolaire du début du XXe siècle en France. Cela nous a permis de conclure que la personne qui a écrit la lettre ne maîtrise tout simplement pas l'écriture cursive attachée stricte. On a pu établir que le document comportait 3 types de graphies, cursive, script et personnelle, ce qui encore une fois ne colle pas avec les normes sociales et scolaires de l'époque où l'écriture cursive stricte est la norme dans la société et l'école française du début du XXe siècle. La présence de ces 3 types de graphies, elle est par contre super commune dès la fin du XXe siècle et à notre époque. Et donc ça nous permet de conclure que le document est un faux d'origine moderne. Vous trouverez l'ensemble des données et toutes les annexes sur ces points historiques dans l'analyse complète et gratuite que vous pouvez télécharger sur le site expertisededocuments.com. Aujourd'hui, on va s'attacher à l'analyse du vocabulaire contenu dans la lettre pour voir si ça confirme ou non nos soupçons que la lettre est un faux document. À la lecture du document, on remarque que ce texte assez court, 3 phrases, 31 mots, comporte très peu, sinon aucun, élément d'information pouvant être directement lié à Mathilde Lefebvre. Les seuls éléments liés à cet enfant sont son prénom, son nom de famille et la référence à la ville où elle vivait avant son départ sur le Titanic. Le vocabulaire contenu dans le document est essentiellement de 3 natures: spatial, temporel et identitaire. La notion temporelle d'avant nous intéresse particulièrement car si on la retrouve dans le choix de la date, c'est-à-dire la veille du naufrage, on la retrouve également dans le verbe transitif « prévenez » qui contient une notion temporelle bien définie. Prévenir, c'est agir avant que quelque chose ne se passe. Dans le contexte d'écriture supposée du document, ce choix de mots interroge et évoque une connaissance coupable de l'auteur, l'amenant à faire un anachronisme. Le choix d'un autre mot interroge. C'est le mot « quelqu'un », qui est une formulation impersonnelle. Dans un processus de communication, un émetteur envoie un message à un ou plusieurs récepteurs. Le but d'une lettre est d'être lue, même lorsque celle-ci se retrouve dans une bouteille jetée à la mer où ses chances de survie sont minces. Le choix du terme « quelqu'un » est une mise à distance émotionnelle, l'auteur préférant ce terme vague et impersonnel à une formulation plus directe et plus personnelle avec le lecteur. On note une autre mise à distance émotionnelle avec le changement d'utilisation des pronoms personnels « je » qui devient « nous ». Le « nous » devient une référence au collectif sans préciser qui est « nous ». Les membres de la famille Lefebvre, les passagers dans leur ensemble, le texte ne possédant aucune référence au Titanic ni à aucun autre bateau, l'auteur table sur les interprétations du lecteur pour donner un sens au mot « nous ». C'est là un autre élément marquant du document, le recours systématique aux mots valise
et aux termes génériques. Un mot valise, c'est un mot fourre-tout. Un mot qui semble avoir du sens, mais dont le sens est en réalité suffisamment vague pour que chaque lecteur y colle sa propre interprétation. Avec ce type de mot, c'est au lecteur de trouver un sens à ce qui est dit, ce qui va à l'encontre du principe même de communication. Parce que dans la communication, c'est à l'émetteur de s'assurer que son message soit bien compris. Le recours au mot valise est une stratégie de manipulation de la communication bien connue et dont l'utilisation doit éveiller les soupçons sur les intentions de celui ou celle qui l'utilise. De façon générale, nous confirmons la conclusion déjà évoquée dans l'analyse des lettres quant aux changements opérés dans le second paragraphe du corps du texte. L'auteur ne parvient plus à contrôler tous les paramètres nécessaires pour continuer à assumer une identité qui n'est pas la sienne. Les lettres ont une taille et une amplitude maximales, les mélanges de graphies augmentent, on observe des changements complets de forme de certaines lettres, le R ou le I, les espaces entre les lettres au sein d'un mot se multiplient. L'oubli du point final intervient peut-être dans ce relâchement général du contrôle attentionnel qui entraîne l'augmentation des erreurs et des oublis. Si le premier paragraphe du document a pour but de situer le contexte d'écriture, on ne peut que rester perplexe à la lecture de la dernière phrase du document. En effet, l'utilisation de l'impératif, l'absence de formule de politesse, la demande de s'adresser à la famille Lefebvre donnent à la phrase un sentiment d'urgence qui ne colle ni à la date inscrite en en-tête, ni à l'aspect ludique de la démarche. Pour rappel, le Titanic a coulé au large de Terre-Neuve dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, après avoir heurté un iceberg. Le sentiment d'urgence du 13 avril 1912 s'explique probablement par un phénomène de connaissance coupable de l'auteur, qui connaît bien l'histoire du Titanic et sait que Mathilde Lefebvre est morte au cours du naufrage. Sur la base des éléments étudiés, il est bien plus probable que l'auteur du texte tienne ces informations non pas d'une expérience de vie personnelle, mais de sources aujourd'hui bien connues et publiques. Pour rappel, en 2002, la ville de Liévin a fait poser une plaque commémorative à la mémoire de la famille Lefebvre, où les prénoms de Mathilde, de ses frères et sœurs et de sa mère sont mentionnés. En l'absence de preuves contraires, nous réitérons la conclusion déjà émise suite à l'analyse des lettres, à savoir que les éléments de langage utilisés dans la lettre attribuée à Mathilde Lefebvre sont bien plus proches d'une écriture appartenant à un adulte vivant au XXIe siècle qu'à une enfant de moins de 13 ans ayant vécu en 1912. Je rajouterai que le fait que le mot Titanic ne soit jamais mentionné dans la lettre est un élément intéressant à relever. Souvent, quand on pense à analyse de documents, on a souvent tendance à penser qu'une analyse de texte se limite à dénicher ce qui est écrit. Mais en fait, ce qui n'est pas dit est tout aussi essentiel. C'est même souvent dans ce qui n'est pas dit que les éléments manipulatoires sont les plus nombreux. Ici, par exemple, le faussaire a préféré recourir à des éléments indirects pour que le lecteur déduise qu'il s'agissait d'une passagère du Titanic. Et le fait de laisser les lecteurs déduire, c'est comme on l'a vu dans l'analyse, un procédé qui, en soi, doit éveiller les soupçons. Dans une communication saine, c'est l'émetteur qui s'assure que son message soit bien compris. Ce n'est pas au récepteur de devoir lire entre les lignes ou de trouver le sens de ce qui est dit. Alors si vous souhaitez continuer la discussion sur le travail d'expertise de documents et la fausse lettre du Titanic, je vous retrouve tout de suite sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est sur cette newsletter que je vous donne encore plus d'informations, de conseils lecture, et c'est surtout là que vous pouvez me poser vos questions et proposer vos idées d'épisodes.
Et tant que vous êtes sur le site, n'oubliez pas d'aller télécharger l'analyse complète de la fausse lettre du Titanic. Cette analyse est totalement gratuite et ça vous permettra d'avoir accès à l'ensemble du protocole d'expertise. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Dans le prochain épisode, on va parler d'expertise d'écriture. On va profiter qu'on a décortiqué l'analyse faite sur la fausse lettre du Titanic pour se concentrer sur ce qu'est le métier d'expert de documents. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.